Alors juste, je me présente rapidement en effet, puis après je te laisse la parole à Bertrand. Le sujet du jour, c'est justement sensibiliser sa boîte à l'UX. Donc moi, comme je disais, je suis le responsable de l'antenne FLIPA de Lyon. J'ai aussi, je suis le CEO de l'agence Altix, qui est une agence UX. Et du coup, j'ai gardé une petite partie de cette présentation pour faire part d'expériences justement qu'on a pu mettre en place chez nos clients au niveau de l'UX ou que nos clients avaient également mis en place tout seuls. Donc c'est des choses voilà, qu'on va reprendre ensemble. Puis, à toi Bertrand, je te laisse la parole. Bonjour à tous et merci d'être nombreux. Moi, je suis product designer depuis plus d'une dizaine d'années et j'ai créé pas mal d'équipes dans différentes boîtes. Donc, Xavier, justement, on s'est dit un sujet qui pourrait être intéressant, c'est de vous apporter nos retours d'expérience, parce que lui comme moi, je pense qu'on a eu l'opportunité de vivre pas mal de choses sur ces sujets-là, qui sont cette situation que beaucoup de UX designers rencontrent, c'est se retrouver face à des gens qui comprennent pas forcément ce qu'on peut proposer et nous offrent pas toujours le support dont on aurait besoin. Voilà. Donc, moi, je vais commencer par une partie un petit peu liée à ce qu'on appelle l'évangélisation, c'est comment vous pouvez sensibiliser votre entourage, comment vous pouvez un petit peu passer par la bande pour pouvoir convaincre. Et Xavier ensuite continuera sur une partie où comment vous pouvez un petit peu enfoncer le clou et faire perdurer ce que vous avez acquis. Je peux passer la slide. Alors, ouais, bon, déjà, tout ce que je vais vous dire, c'est en plus de faire votre, c'est en plus de faire votre travail, c'est que souvent faire un bon travail, ça suffit pas parce que vous êtes recruté pour un poste sur lequel les gens ont des idées préconçues et vous avez du mal un petit peu à en sortir. Donc c'est un peu ce sujet-là qu'on voudrait aborder. Donc je voudrais vous donner quelques conseils pour, en plus de bien faire votre travail, qui est quand même le prérequis pour, pour convaincre les gens que la UX ça fait sens, vous donner quelques astuces à côté. Donc une des premières astuces, ça peut être déjà de préparer un pitch. Alors un pitch, on sait un peu tout ce que c'est maintenant, c'est voilà quelques phrases clés, un petit dialogue rapide pour pouvoir convaincre, mais surtout ça a un intérêt, c'est pas seulement de vous donner une accroche, c'est surtout de vous inciter à vous poser les bonnes questions. Parce que souvent ce que j'ai pu voir, notamment dans mes équipes, c'est que les gens pouvaient défendre de manière un petit peu décousue leur profil, parce qu'en revendiquant, alors qu'en fait le plus simple c'est quand même de comprendre intimement pourquoi on est là, pourquoi c'est intéressant d'avoir une approche UX un peu complète dans l'entreprise, quel bénéfice ça va faire, comment vous allez le mettre en place, tout ça avec une posture qui veut rester non pas, on va dire, revendicatrice, je dirais, mais plutôt simple, en restant un peu humble et très concret. Donc, si vous préparez votre pitch en avance, vous aurez normalement, à mon sens, déjà une manière d'aborder les choses qui sera un petit peu plus détendue. Et voilà. Ensuite, ce que vous pouvez rencontrer comme problème, c'est que les gens ne comprennent pas forcément pourquoi vous êtes là, ou voire les gens peuvent avoir quelques a priori. Moi, ce que j'ai pas mal rencontré, c'est deux postures complètement, diamétralement opposées. C'est soit les gens arrivent en disant mais vous allez nous sauver, c'est génial, on galère trop. Donc ça, c'est un peu la posture du Messie. Je pense que vous avez déjà dû vivre ça si vous êtes confronté à des arrivées dans des boîtes qui n'ont pas de UX, ou celle de l'imposteur en disant encore quelqu'un qui va nous bullshiter. Donc tout le monde se fait un peu des idées sur vous, et en plus de ça, vous pouvez effrayer les gens. Moi, c'est ce que j'ai pas mal vécu, donc c'est pas toujours visible au préalable, et ça, faut creuser un petit peu avec les gens. Et je vous incite vraiment à ménager une écoute approfondie avec vos collègues, parce que si vous y allez en
en affichant trop, vous pouvez complètement rater votre première bonne impression ou votre approche en effrayant les gens, parce que vous êtes quand même là souvent en train de remettre en question des process en place. Donc ça peut faire peur. Et il vaut mieux dans ce cas-là adopter une posture plutôt proactive, d'écoute active et proactive, et éviter justement, comme je le dis là dans le slide, les attitudes un petit peu oui mais on me donne pas assez de, on me donne pas les ressources, oui mais ce serait mieux si, ou voilà, plutôt ou un peu revendicatrice. Donc je vous conseille vraiment d'apporter un peu de clarté sur votre approche, de bien travailler au préalable avant d'aller voir vos collègues ou de faire des revendications. Alors, une autre astuce qui me paraît importante, c'est de bien identifier aussi les gens qui décident. Parce que vous avez déjà beaucoup de travail normalement à côté, votre job, et vous allez devoir quand même convaincre les gens, les bonnes personnes, que ça fait sens. Donc, une des erreurs que j'ai pu voir souvent commises, c'est que les gens parlent beaucoup de leur domaine, ce qui est vachement intéressant. Mais en plus de bien en parler, c'est bien de savoir comment les décisions sont prises. Parce que si un jour vous voulez que quelqu'un vous soutienne ou que vous changiez les processus plutôt en profondeur, hein, parce que là on parle quand même d'intégrer des utilisateurs ou de faire bouger les choses de manière à ce que les produits évoluent dans le bon sens selon une approche à laquelle on croit. À mon sens, il faut quand même privilégier l'accès aux décideurs, à ceux qui vont avoir de l'impact. Donc, si vous avez un pitch et que vous savez un petit peu comment vous positionner avec un bon discours, c'est bien d'aller voir ces gens-là, pareil, d'être dans une écoute, de bien comprendre leurs objectifs, leurs aspirations, et surtout d'essayer de comprendre ce qu'ils comprennent eux de vous. Ça, c'est super important. Et de comprendre ce qu'ils auraient eux à gagner de votre part. Et puis chez ces gens-là, moi ce que j'ai souvent vu, c'est qu'il y a des gens qui vont avoir des a priori plutôt positifs, des sponsors. Ceux-là peuvent être à double tranchant en fait, parce que s'ils sont mal briefés, ils peuvent parler de vous et de la pire des manières. Moi je me suis retrouvé dans des situations assez délicates où les gens ont dit n'importe quoi sur sur l'approche UX, et ils avaient beaucoup d'influence. On s'est retrouvé à acheter justement des licences de logiciels, d'expérience utilisateur, je ne citerai pas les marques, mais d'acheter des grosses licences pour pas grand chose en fait. Donc ça peut être un peu déstabilisant quand on voit quelqu'un qui est plutôt soutien, qui finalement joue contre son équipe, quoi. Et puis les détracteurs, en fait, souvent c'est des gens qui sont, comme je vous disais, qui sont peut-être méfiants, effrayés. Normalement, une bonne approche UX, elle est plutôt là pour emmener l'entreprise dans une bonne direction. Donc normalement, ça fait sens. En plus, si vous avez été recruté, c'est quand même que les gens ont des intérêts à ce que vous ayez de la voix. Donc les détracteurs, généralement, si vous avez une bonne écoute et si vous les avez bien identifiés, normalement, vous devriez pouvoir, au fur et à mesure, en travaillant conjointement, arriver à les convaincre ou à leur montrer que vous n'êtes pas là pour les menacer. Donc maintenant un peu plus concrètement, ça c'était plus pour le côté un peu politique par lequel il faut souvent passer malheureusement. Un peu concrètement, c'est quand vous êtes face à une personne, ce qui peut être super intéressant, c'est de semer le doute. C'est comme quand vous faites de la vente, je sais pas si vous avez une expérience de vente, mais en fait vous êtes en train de proposer quand même quelque chose qui va modifier les choses, mais normalement il y a des raisons pour lesquelles la UX peut améliorer les choses, et notamment la UX est souvent utilisée pour valider des hypothèses, pour valider des fonctionnalités, pour valider que les décisions vont dans le bon sens. Donc ce qui peut être intéressant, si vous avez bien identifié les bonnes personnes, c'est de leur mettre le doute en leur demandant simplement mais comment vous prenez vos décisions. Ça vous ouvrira peut-être des fenêtres de discussion avec eux qui seront super intéressantes, des débats potentiellement, où vous aurez l'opportunité de valoriser votre approche à ce moment-là. Pareil, comment vous validez une hypothèse? On a un postulat on va investir, je sais pas, un mois de travail dessus avec 5 personnes, c'est quand même des budgets conséquents, d'accord, mais si on y va
parce que quelqu'un nous a dit ouais ça a l'air cool, c'est super. Mais ça c'est de l'ordre de l'intuition, c'est pas de l'ordre de la conviction. Donc comment est-ce que les gens vérifient leurs hypothèses? Comment est-ce qu'ils valident ensuite, une fois qu'il y a un développement qui est fait, comment les gens valident que la fonctionnalité c'est un succès? Comment on mesure? Voilà. Et donc ça c'est toutes ces approches que l'utilisateur qu'une bonne démarche utilisateur peut apporter. Donc c'est bien de les valoriser en semant le doute sur comment c'est fait actuellement. Ça c'est une technique qui est assez puissante et l'idée c'est pas d'être désagréable du tout, hein. C'est vraiment de faire réfléchir les gens de manière proactive. Leur poser des questions sur l'historique des produits, s'il y a eu des échecs, parce que les échecs, c'est aussi une bonne manière d'apprendre. Donc c'est pas l'idée c'est pas de titiller et de faire mal, hein. C'est plutôt de dire ok, d'accord, ça s'est passé comme ça, est-ce que ça aurait pu être évité, qu'est-ce qui a fait que, etc. Et ça c'est assez puissant parce que les gens d'un coup, ils repartent à leur travail, mais vous avez semé une graine. Voilà. Et ça servira sur le court terme, mais aussi sur le moyen terme. Et quelque chose aussi qui peut être très intéressant et très immédiat, ça c'est une astuce que vous pouvez utiliser au quotidien, c'est mettre en évidence les incohérences. Parce que la UX, une fois qu'elle est bien exposée, bien faite, bien communiquée, et ça c'est plus Xavier qui va en parler tout à l'heure, elle a quand même une vocation de faciliter la communication et d'apporter de la clarté. Et sans une bonne démarche UX bien intégrée, souvent on s'aperçoit qu'il y a des quiproquos, des flous. Et là, très concrètement, si vous avez besoin de mettre en valeur que les gens en fait pensent savoir, vous pouvez typiquement concrètement demander à quelqu'un ce qu'il pense de telle cible utilisateur. Vous notez bien. Vous allez voir une autre personne qui compte aussi dans l'équation, vous lui posez la même question et la même question à 2-3 personnes et ensuite vous confrontez les visions et vous dites je comprends pas, vous faites une réunion, je comprends pas, moi je dois travailler avec ça mais j'ai 4 sons de cloche. Parce que vous pouvez être sûr que chacun aura sa vision. Donc ça c'est assez puissant, c'est assez immédiat, ça fait vraiment réfléchir. Voilà. Donc c'est quelques petites techniques liées au doute qui vont semer quelques graines qui vous sont bien utiles derrière. Bon, parfois, malgré votre travail et malgré, on va dire, toute la communication que vous pourrez faire, la porte va rester fermée. Mais je pense qu'il faut pas se décourager et surtout, je pense que pour pas mal de gens, il y a quand même des possibilités d'accéder aux utilisateurs. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu pas mal de fois. C'est que même si la situation paraissait très bouchée officiellement, donc non, on n'a pas le temps, non, on va pas parler aux utilisateurs, non, ça fait peur, etc. On se retrouvait dans une situation où, en creusant un peu, en fait, les utilisateurs en y avaient accès. Typiquement, je sais pas dans quel type d'entreprise vous pouvez être, mais si vous avez une équipe support, c'est des gens qui ont un contact quotidien avec les utilisateurs. Donc parfois, c'est avec des porte-voix d'utilisateurs quand c'est des grands groupes. Et c'est déjà, même si c'est indirect, ça reste quand même super intéressant. Et c'est des gens qui, si vous en avez fait des sponsors, justement, vous pouvez aller les voir et déjà récupérer quand même une masse d'informations considérable. Ça, c'est des insights qui sont immédiatement exploitables. Moi, par moment, j'ai pu récupérer ces éléments-là, les exposer et montrer en fait très concrètement des gaps énormes entre la vision interne et le retour terrain. Parce que le support, parfois, ils ont du mal à faire remonter certaines informations comme nous on le ferait. Voilà, ils n'ont pas forcément cette vocation-là. Ils font remonter quand même des datas, mais ça va être très très agrégé souvent. Après, encore une fois, ça dépend des équipes support. Une autre technique assez concrète, c'est que si vous avez des sponsors au commerce, au support, à la formation, c'est quand même des services qui sont souvent en contact soit avec les clients, soit avec les utilisateurs. Vous pouvez à ce moment-là préparer vous-même des entretiens et les coacher un petit peu, poser quelques questions ciblées et fournir une grille de feedback que les gens vont pouvoir saisir. Moi, j'ai déjà fait ça avec des services de formation qui étaient très proactifs là-dessus, parce que très sensibilisés justement à l'approche
utilisateurs, généralement, les services de formation sont assez sensibilisés parce qu'ils sont face au face au retour au quotidien, et ils sont souvent assez frustrés parce qu'ils n'ont pas accès enfin leur voix porte rarement jusqu'au produit. Donc là, vous leur donnez justement un accès au produit et toutes les situations qu'ils vont rencontrer. Là, vous allez pouvoir les exposer et les valoriser auprès des product managers, etc. Donc ça peut être assez intéressant pour ces gens-là. Donc vous pouvez vite en faire des sponsors, et en les coachant un petit peu, voilà, ça vous fait des intervieweurs indirects, un petit peu uncover. Bon, bah après, on connaît tous le guerrilla test ou le micro-trottoir. Si vous avez une opportunité de rencontrer un utilisateur, faut faire attention à ce que ce soit quand même un utilisateur qui fasse sens, pas le mec dans la rue, à moins que votre commerce soit sensible. Mais ça peut être aussi intéressant de récupérer des verbatims ou des questions avec des questions choc, en fait, ou plutôt clés, et ça va vous faire des phrases choc pour réveiller un petit peu au niveau interne. Ça peut être assez puissant aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous dites, j'ai croisé cette personne, j'ai posé cette question, et elle m'a dit ça, et c'est pas vraiment ce qu'on m'avait dit, et ça fait 3 fois quand même. Donc voilà. Le seul bémol là-dessus, c'est de faire attention si votre produit est plutôt confidentiel, mais généralement, si vous avez accès à un utilisateur, c'est que la confidentialité est déjà plus de mise. Et sinon, le seul truc où j'ai eu des retours assez négatifs là-dessus, ça peut être des ingérences avec le commerce, parce que parfois, les clients peuvent revenir auprès du commercial en disant oui, mais on vous a aidé sur votre produit, alors qu'ils ont juste répondu à la question. Voilà, tout est bon pour faire levier. Donc faites un petit peu attention juste à cet aspect-là. Et il y a une technique aussi qui est assez facile pour sensibiliser plus en interne, c'est de faire tester, en fait, surtout sur les nouvelles recrues, ça souvent assez bien accueilli dans le process de recrutement, notamment voilà, quand ils arrivent, leur faire. Après, le seul problème là-dessus, c'est que souvent ce sont pas des utilisateurs cibles, donc c'est plus pour le buzz interne et la com, ça peut vous donner des éléments. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de trucs concrets, et je pense que j'ai presque dépassé mon temps, tu me diras, Xavier. Donc voilà, normalement, si vous avez une bonne communication, si vous avez identifié les décideurs et que vous avez installé un doute raisonnable et que vous avez commencé à faire lever un petit peu la voix des utilisateurs avec les moyens du bord, vous devriez pouvoir aller voir votre patron ou les décideurs et avoir quand même un petit dossier sous le bras pour pouvoir influencer concrètement les choses. Alors, il y a 2-3 petites questions, mais qu'on reprendra un petit peu sur la fin. Je les note au fur et à mesure. Il y aura un petit temps d'échange après. Et là, justement, une fois qu'on a mis les éléments de Bertrand en œuvre, donc on essaie de vendre ça à son boss. Une fois que si c'est accepté, félicitations, on prend prend 2 minutes pour aller danser dans un coin. Et ensuite, l'idée, c'est de faire en sorte que on lance un vrai projet UX avec des utilisateurs dans la boucle. Donc, il faut capitaliser sur cette étude pour la mettre en avant et faire en sorte que ce soit un projet de l'entreprise et pas juste un projet du service UX. L'idée, c'est vraiment de l'intégrer dans la culture de l'entreprise et dans la culture des projets. Donc, un des points importants pour justement valoriser cette mission UX, quelle qu'elle soit, que ce soit sur de la recherche, des focus group, des tests utilisateurs, de l'observation, des interviews, peu importe l'étude UX qui est faite. En tout cas, là, on est plus sur de l'étude avec des utilisateurs. L'idée, c'est déjà d'intégrer, comme je disais, l'ensemble des services concernés. Il faut pas que ce soit un projet qui se fasse dans un coin, mais il faut que ce soit vraiment un projet où on casse les silos et tous les services concernés soient intégrés au projet. Il faut impliquer au maximum, alors que ce soit les devs, le service après-vente, les commerciaux, le marketing, la direction, tous ceux qui peuvent avoir, bien sûr les designers, mais tous ceux qui peuvent avoir un rôle dans le projet, il faut les intégrer. Et il faut les écouter. Alors bien sûr qu'on peut pas être 50 autour de la table pour lancer le projet. Il y a besoin quand même de le cadrer.
Donc il peut avoir un peu un principe d'entonnoir, c'est-à-dire que au démarrage, on implique tout le monde, soit par des questionnaires, par d'aller voir un petit peu tout le monde pour aller demander quelles hypothèses ils aimeraient tester sur le projet, etc. Puis ensuite, par contre, il faut réduire quand même le groupe du projet. Ça n'empêche pas de garder, mais peut-être qu'une seule personne ensuite de chaque service, ou en tout cas de réduire pour que le projet il soit quand même cadré et que ça parte pas dans tous les sens. Un des risques également, c'est de vouloir tout faire d'un coup. On est enfin content de pouvoir faire de l'UX avec des utilisateurs. C'est pas pour ça qu'en une étude, on va pouvoir résoudre tous les problèmes et à vouloir tout faire en un test utilisateur d'une heure, on risque de survoler tous les points et on risque au final de décevoir tout le monde. Donc il faut quand même aussi savoir demander à tous ce qu'ils en pensent, les besoins, les attentes, etc. Recadrer un petit peu avec une équipe un peu plus réduite et cadrer le périmètre de la mission, quitte à se noter des choses pour justement commencer à envisager d'autres études par la suite. C'est justement un des éléments qui permet aussi de dire, là, en une heure avec l'utilisateur, on ne pourra pas tout aborder correctement, donc on se note des points qu'on abordera dans une étude par la suite et on commence déjà à lancer un peu la machine, de se dire, il y aura d'autres besoins par la suite. Mais voilà, en tout cas, cette partie de préparation doit vraiment être une préparation collective et bien faite parce que derrière c'est la réussite ou non du projet. Et si vous ratez le projet, derrière ça va être compliqué d'en refaire d'autres. Donc il vaut mieux parfois aussi savoir dire non, ou on n'aura pas le temps sur cette étude, ou c'est pas prioritaire. Mais en tout cas d'écouter quand même tout le monde. Une fois que la mission se lance, et là aussi il faut communiquer, c'est-à-dire que même ceux qui n'ont pas participé à la préparation, l'idée c'est de communiquer au plus large de l'entreprise. Nous on travaille pas mal avec France Télévisions et France Télévisions est vraiment rentré dans une culture UX qu'ils ont mis en œuvre qui fait que au démarrage, quand il y a eu des tests, bien sûr qu'il y avait l'équipe digitale qui était dedans, qui avait des devs, qui avait plein de services dedans, mais ils ont vraiment communiqué sur ces tests UX à l'ensemble des personnes travaillant chez France Télé, quoi. Et qu'ils aient un lien direct ou non, peu importe. Mais il y avait des affiches pour parler de quand serait l'événement. Enfin, il y avait plein de choses qui communiquaient sur cette étude pour vraiment la mettre en avant. Et ils invitaient. Alors c'était dans le cadre de tests, mais c'est pareil pour, je pense, toutes les études, d'inviter au maximum de personnes, là aussi concernées directement ou non, pour être des observateurs et écouter comment va se passer l'étude et ce que disent ou ce que font les utilisateurs. Alors là-dessus, il y a plein de choses. Si c'est une étude en présentiel, même si en ce moment c'est un peu plus rare, mais il s'en fait quand même encore un petit peu. L'idéal, c'est quand même d'inviter des gens derrière la glace sans teint, parce que du coup, il y a rien de plus fort que d'être à 2 mètres de l'utilisateur, de voir ce qu'il fait, d'entendre ce qu'il fait, avec des points positifs, des points négatifs. Moi, j'ai le souvenir justement de plein d'études où il y a des devs ou des décideurs derrière la glace sans teint et qui entendent des remarques où des fois c'est bah oui, mais ça je le savais, je le dis depuis un moment. Et des fois ils disent bah ça tiens, je m'attendais pas à ce qu'ils fassent ça comme ça. Et ils sont assez surpris, mais vu que c'est l'utilisateur qui le dit, de toute façon c'est difficile de dire c'est pas vrai donc d'inviter derrière la glace sans teint, d'être un observateur en live, là aussi plein de méthodes, hein. Des méthodes simples qui peuvent être mises en place. Il y a des outils pour ça. On peut très bien faire aussi en mode un peu webinar, par exemple, pour du test à distance, ou en tout cas de l'échange à distance, du focus group à distance, ou de l'entretien individuel à distance. On peut les faire de manière très simple avec Zoom ou d'autres outils de webinar qu'on peut utiliser. Il y a l'UX designer et l'utilisateur, et puis en mode observateur qui ne sont pas vus en mode webinar, il y a du coup des personnes qui vont observer en live. On peut partager ces éléments live via Slack, donc c'est-à-dire qu'on peut créer une chaîne Slack où n'importe qui dans la journée
peut prendre 5, 10 minutes, 1 heure, 2 heures dans sa journée pour assister au test en live depuis son poste de travail. Donc ça, c'est des pratiques qui sont pas mal. Toujours pour France Télé, parce qu'ils avaient fait pas mal de choses de leur côté, mais ils avaient pris toute une salle de réunion, une grande salle de réunion, avec des écrans un peu de partout, et ils avaient fait en mode cinéma, d'assister au test à distance. Donc c'est le test peu importe présentiel ou à distance, mais à chaque fois on faisait en streaming. Et n'importe qui pouvait venir dans la salle de réunion, n'importe quand dans la journée, il y avait des tests, pour venir écouter un petit peu des utilisateurs. Et du coup, pour le côté sympa cinéma, ils avaient installé du popcorn de partout, des petits gâteaux, des petites boissons, etc. Et les gens, entre deux réunions, s'arrêtaient ne serait-ce qu'écouter 5 minutes. Et puis d'autres personnes, plus concernées par le projet, restaient la journée à travailler quand même sur d'autres choses parfois. En tout cas, à écouter et observer ce qui se faisait, ce qui se disait, et dans un cadre plutôt sympa. Et vu que là, avec eux, on faisait des tests, on fait des tests avec eux tous les mois, ça s'instaurait aussi en se disant, telle date, et là, c'est pour ça qu'il y avait de l'affichage, etc., telle date, venez assister à la séance cinéma études utilisateurs, et les gens passaient, prenaient 2-3 popcorn, et écoutaient, et du coup, ça inculquait à tous le fait d'entendre là aussi, ce que disaient les utilisateurs. Donc là aussi, voilà, des outils comme ça. Bien sûr, il y a d'autres outils faits vraiment pour, que ce soit Lookback par exemple, où vraiment on peut être en mode observateur de n'importe où pour entendre les tests présentiels ou à distance. Et puis il y a tout ce qui peut se faire, qui est un peu plus compliqué de le streamer en live. Il peut ensuite y avoir tout ce qui est enregistrement vidéo. Là aussi, de manière le plus simple possible, avec une caméra ou une webcam dessus, et de partager ces vidéos pour que les gens puissent aussi reprendre. Donc là, moi, ce que je recommande, c'est soit pour ceux qui sont concernés directement de pouvoir regarder toutes les vidéos, et pour ceux sur lesquels on veut juste apporter une petite culture UX, l'idée c'est de sélectionner soit des vidéos un peu plus représentatives, ou soit des extraits de vidéos où la personne, on sait que peut-être qu'un des responsables va pas forcément, s'il y a eu 12 tests, prendre 12 heures pour tout regarder, mais d'avoir un petit clip, des petits moments forts de 5 minutes, ça peut là aussi donner goût, soit de vouloir en voir plus, soit de voir également ce qu'on apprend et ce qu'on peut retirer de l'étude. Toujours pour valoriser la mission, après le projet, c'est aussi important de toujours communiquer. Donc, bien sûr qu'il y a la restitution qui est faite. Là aussi, on a des clients qui le font vraiment en mode plénière. Alors parfois en 2 temps. Il y a bien sûr la restitution du livrable des recommandations pour l'équipe projet, mais c'est aussi parfois des restitutions qui sont ouvertes à l'ensemble de l'entreprise. Parfois c'est des restitutions un petit peu plus courtes, plus les points clés, les enseignements, etc. En tout cas, l'idée là aussi, c'est de dire voilà, encore une fois, l'expérience utilisateur, c'est pas que le service digital, c'est pas que le service marketing, c'est pas c'est ce que pensent les utilisateurs de l'entreprise au sens large. Donc c'est bien que tout le monde entende un petit peu ou voit ce que pensent, ce que disent, ce qu'aiment, ce qu'apprécient ou ce que comprennent pas leurs utilisateurs. Et donc du coup, c'est intéressant. Ça peut être fait en mode café du matin, en mode déj rapide, ou en tout cas on prend une demi-heure, 45 minutes pour débriefer de ce que on a appris des utilisateurs. Donc en tout cas une restite pour tous, pour toute l'entreprise. Bien sûr, alors je crois que j'ai vu, alors moi je peux plus trop voir les questions-réponses, mais bien sûr qu'il y a le suivi des résultats. Alors bien, ce qui est plus délicat, c'est qu'on peut pas calculer forcément dans tous les cas un ROI d'avant-projet en disant voilà, si on fait des tests utilisateurs, on sait qu'on va augmenter le taux de conversion de 10%, etc. Non, là c'est pas si simple. Par contre, on peut en effet, et il faut, à mon sens, définir des KPI. Si on fait une étude, c'est pour peut-être résoudre un problème, ou améliorer en tout cas les parcours, ou améliorer une proposition des interfaces, etc. Et du coup, de voir sur quel KPI ça peut jouer. Que ce soit là aussi, si on parle de sites e-commerce ou autres, ça peut être le taux de rebond, ça peut être le taux de conversion, bien sûr, mais en tout cas, c'est intéressant et important
suite à l'étude, avant l'étude, de définir des KPI sur lesquels on veut interagir, et après l'étude, selon ce qu'on met en place, de suivre les résultats et de communiquer sur les résultats, parfois qui sont très bons, parfois qui sont peut-être un peu moins bons, mais peu importe. L'idée, c'est de dire, voilà, ce qu'on a fait, ça a un impact, et c'est important de le suivre, et d'autant plus que, du coup, ça amène des éléments un peu chiffrés sur des études quali, et ça peut parler parfois à des responsables, à des ingénieurs, à des personnes qui ont un profil un peu plus data que études. Une des possibilités également, alors moi je suis un peu partagé là-dessus, mais c'est quelque chose quand même qui se fait, qui est l'atomic research, c'est-à-dire que c'est d'avoir un partage de l'information UX pour un grand nombre de personnes dans l'entreprise, et que tout le monde puisse interagir sur justement, alors en 2 mots, l'atomic research, c'est un document partagé. Ça va d'Excel, il y a des outils également comme Airtable, etc., qui font le boulot, sur lequel je rentre les études qu'on met en place, les hypothèses qu'on veut, par exemple, tester, ou ce qu'on voudrait apprendre, les faits qu'on remarque pendant l'étude, les insights, donc l'analyse de pourquoi, selon nous, pourquoi ils ont interagi de telle façon, et ensuite une partie recommandation, et tout est lié par des tags, etc. Et du coup, ça évite, pour ceux qui font aussi beaucoup de tests, de retester les mêmes choses ou de remodifier des choses sans tenir compte de tests qui avaient été faits précédemment, d'avoir un historique et d'enrichir, c'est-à-dire que tout le monde pourrait enrichir les hypothèses ou des choses qu'on voudrait tester par la suite. Donc ça permet, en tout cas, de là aussi, d'amener à un grand nombre de personnes un partage des hypothèses, des connaissances, etc. Donc là, voilà, ça c'est théorie. Après, ça peut prendre beaucoup de temps, on peut vite se perdre aussi dans la donnée, mais en tout cas, c'est un élément quand même de partage qui existe. Atomic Research. Et puis il y a une chose à mon sens, qui n'est pas beaucoup exploitée, c'est aussi de pouvoir communiquer à l'extérieur. C'est-à-dire que bien sûr qu'il faut vendre ses UX à l'intérieur de l'entreprise, mais il faut pas oublier l'extérieur. J'ai remis une capture des échos où Manutan, voilà, un article Manutan se teste toutes les 2 semaines, devant ses internautes. Donc ils expliquaient que c'était une entreprise qui voulait répondre le mieux possible aux attentes de leurs utilisateurs. Je trouve que c'est aussi un message qui est assez fort pour l'extérieur, pour dire nous on n'est pas centré sur nous-mêmes, on écoute les utilisateurs, les clients, les prospects apprécient qu'on les écoute, donc même pour eux c'est un message qui est positif, et puis ça permet de prendre la parole avec un message aussi de dire voilà, on veut innover avec les utilisateurs, voilà, en tout cas c'est aussi un parti pris qui est assez intéressant pour communiquer. On a été assez vite parce qu'on a qu'1 heure. L'idée c'était aussi de reprendre quelques questions, quelques remarques qui étaient mises. Il faut pas hésiter aussi, si certains ont des retours de partage d'expérience, on peut entre guillemets vous faire monter sur scène. Donc n'hésitez pas à nous faire part si certains veulent nous faire partager d'autres astuces. Je regarde juste sur certaines questions qui étaient posées au démarrage. Alors une, je suis pas sûr. Il y a un CEO apparemment de plusieurs personnes qui disait l'UX doit être en bas de l'échelle, au même niveau que le dev. Alors je suis pas sûr de bien comprendre ce qu'il veut dire derrière. Si c'est entre guillemets le dernier point à voir, et qu'il y a d'autres priorités. Alors en effet, il faut reprendre un petit peu tout ce qu'on a dit, mais ça va être, il va falloir lui faire prendre conscience de l'importance. Parfois, hélas, il se rend un peu compte trop tard, en se disant on s'est un peu planté, par exemple sur une refonte, sur un projet, sur une innovation, etc. Et de dire pour la prochaine fois, si on met l'utilisateur, peut-être quelque chose qu'on aurait remarqué différemment. L'objectif quand même, il est d'arriver à aussi faire en sorte que la méthode UX, on la propose quasiment de manière systématique et automatique. Pour le lancement d'un site internet, il serait pas pensable que après que les devs aient fait leur boulot, on lance le site sans faire un recettage, donc sans vérifier qu'il n'y ait pas de bug, etc. Pour ça, c'est normal qu'il y ait un budget,
recettage ou temps qui soit pris dans l'entreprise pour recéter ce qui est fait parce qu'on se doute que dedans il peut y avoir des bugs. Donc ça c'est normal pour tout le monde. À nous aussi de dire bah si on fait des maquettes, il peut y avoir des petits bugs d'utilisabilité, donc il serait normal de montrer ces maquettes-là à quelques utilisateurs pour savoir si on est sur la bonne piste ou pas. Donc, à notre sens, il faudrait presque dire, si on fait des maquettes, bah, il doit y avoir quelques utilisateurs derrière pour les valider et pour tester que ça répond aux attentes. Donc, à nous de le proposer aussi de manière systématique, ça passe pas tout le temps. Mais si on le fait pas, ça veut dire qu'on est on est l'UX reste de l'option et on a l'impression qu'on peut s'en passer. Et c'est souvent au détriment des résultats et ce qui se passe. Quoi. Et en effet, alors je comprends mieux maintenant la remarque, c'est si on confond l'UX et le web design, en effet, il y a aussi, ce que disait tout à l'heure Bertrand, un travail d'expliquer et là aussi, il y avait une chose qu'on faisait aussi, je vous dévoile un peu ce qu'on faisait aussi avec Altix, c'est ce qu'on appelait les moniques. Je sais pas s'il y a des moniques dans la salle, mais on faisait, on prenait parfois pour des prospects avec qui on voulait travailler, on leur envoyait une petite présentation où c'était Monique. En fait, c'était plus une sorte de persona qu'on établissait comme ça et qui Monique via un petit retour d'un achat en ligne sur le site du prospect et via ce retour avec ce qui n'était pas très clair, ce qu'il comprenait et c'était vraiment plus une petite histoire qu'on racontait pour montrer du doigt qu'il y avait quelques petites incohérences dans l'expérience. C'était pas un test utilisateur, c'est sûr, mais c'était juste pour dire voilà, nous on vous montre ce qu'a pensé Monique de votre site. On pense que ça serait intéressant de montrer à plein de vrais Moniques et d'avoir leur retour dessus pour montrer. Donc il faut arriver à montrer que justement on teste les parcours et on teste pas que le web design, la couleur du logo, etc. Mais en effet, voilà, c'est une vraie confusion qu'on peut avoir. Je sais pas s'il y avait d'autres questions. Oui, on a quelques autres ces questions. J'essaie de répondre au fil de l'eau. Voilà. Nous avons Claude Lebert qui nous dit l'UX est prise en compte pour les projets B2C, France 2 par exemple, mais écoute du B2B. J'étais en train de... Ouais. Alors moi je pense que c'est de moins en moins. Et heureusement, c'est de moins en moins vrai. Il y a quand même de plus en plus d'entreprises B2B qui accordent de l'importance, même si c'est pas une généralité. Ouais, par exemple, je fais exclusivement du B2B, quasiment, et ça fait juste 13-14 ans maintenant, et on a toujours été centraux au niveau de la UX. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises B2B qui ont tout intérêt à développer la UX, et c'est tout à fait valorisable. C'est juste que ce sont pas les mêmes leviers, à mon sens. Quand on fait plus du B2C, alors ça dépend des secteurs du B2C, hein, ça peut être le secteur... Mais quand on va faire du B2B, on va plutôt tirer sur de l'applicatif, et donc là, on va plutôt viser des leviers d'efficacité plutôt que de communication ou d'efficacité d'achat, etc. Là, dans le B2B, on est souvent plus sur des leviers d'efficacité, d'optimisation, voilà, de bien permettre aux gens de dérouler la tâche, de minimiser le temps de formation, etc. Et l'UX a tout autant son impact là-dedans, et tout autant valorisable, sinon plus d'ailleurs, parce que parfois ça peut être vraiment évident quand on fait gagner, je sais pas, 5 secondes sur un process pour des millions d'utilisations par jour. Bah là, ça se compte vite, hein, les chiffres. Ah, surtout que l'utilisateur, c'est quand même le même, quoi. Je veux dire, quand on est au travail, on se dit pas, bah tiens, je suis au travail, donc je veux bien utiliser des interfaces qui soient pourries, que ce soit pas du tout pratique, etc. Puis quand je rentre chez moi, je demande à ce que j'ai une navigation hyper fluide. Non, quand on est au travail, c'est la même personne qui est au travail. Elle a envie d'utiliser un CRM qui soit pratique et fluide. Elle a pas envie de s'embêter. Enfin, c'est le cas de tout le monde, quoi. Donc la personne, au final, c'est la même, quoi. C'est juste qu'il y a un côté où on est au côté pro, et un côté où c'est particulier. Mais l'utilisation, il y a pas de différence quand je suis de 9h à 18h et puis le soir au week-end, quoi. Après, je vois aussi une petite question sur le streaming. Alors oui, si vous streamez, si vous enregistrez, bien sûr, j'ai envie de dire qu'il faut avertir l'utilisateur ou l'utilisatrice que c'est enregistré et qu'il peut y avoir des personnes qui y assistent en direct. On le fait de manière systématique. Ça peut arriver, mais pour nous c'est très très rare, mais ça arrive de temps en temps qu'une personne refuse.
mais c'est quand même extrêmement rare. Ça peut se comprendre. À ce moment-là, c'est pas un souci. Hein. Mais sinon, il faut quand même avertir que c'est enregistré. Là aussi, hein, l'enregistrement, l'idée, c'est aussi, faut pas le conserver 150 ans, quoi. Donc là aussi, il faut leur dire, hein, ça va être conservé 3 mois, 2 mois, peu importe le projet. Et en effet, il faut avertir les personnes. Et en fait, c'est à mon sens aussi, c'est pas un biais très important. C'est-à-dire que les premières minutes, c'est pour ça qu'il faut commencer par un peu un icebreaker, quelque chose de simple pour la mettre à l'aise. Au bout de quelques minutes, quand on rentre dans des questions, des tâches, etc. à faire, la personne au final oublie la caméra, oublie qu'il peut y avoir un micro. Alors sauf faut pas lui mettre, faut pas non plus lui mettre sous le nez non plus. Mais oublie ça et du coup rentre dans les échanges. Donc c'est important aussi de les mettre à l'aise pour pas qu'ils se sentent non plus observés. Et c'est pour ça qu'il faut éviter par contre que de faire des tests où dans la même salle il y ait 3 personnes qui sont juste en train de prendre des notes, etc. Donc d'où l'importance quand même de glace sans teint ou de streaming pour pas non plus insister sur la surveillance qui pourrait y avoir. Alors l'Atomic Research, en effet, j'en ai parlé vite fait, mais ça mériterait un point à part. Hein, mais voilà, c'est juste que c'est un outil de partage d'informations sur les études et ce qui en ressort pour garder des traces et une sorte de document partagé sur tous ces éléments-là. Est-ce qu'il y avait d'autres points? Oui. Ouais. Tu as, à distance, quelle méthode pour promouvoir l'UX? Bonne question. En fait, il y a plein de tests à distance. Hein. Nous, alors, on a vachement développé, du coup, enfin, nous, comme tout le monde, beaucoup développé avec la Covid, mais des focus group peuvent se faire à distance, parfois en plus petits groupes, en mode un peu triade, 3-4 personnes à distance en visio. Des tests utilisateurs, comme je disais, il y a des outils, hein, ou même en mode, comme j'ai fait, en mode webinar, etc., loopback. Il y a plein de choses qui permettent de faire du test à distance. Donc on peut échanger et observer les utilisateurs et ça permet encore une fois d'enregistrer, etc. Quoi. Ce qui est plus délicat, par contre, c'est tout le relationnel qui est nécessaire souvent pour déclencher les small chats, la machine à café, etc., pour déclencher une prise de conscience. Ouais. Et c'est pour ça que là, c'est une bonne question parce qu'après, vraiment, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Je pense que comme beaucoup d'entre nous, c'est la distance nous oblige à un moment donné. Là où on pouvait passer la tête par la porte dans un bureau de manière impromptue, même si on avait une petite idée en tête. Là, c'est plus difficile parce qu'on doit aller voir la personne, lui proposer une réunion ou alors l'appeler, mais d'un coup, ça crée quelque chose de formel. Donc, je pense que le delta, c'est que vous devez encore plus préparer votre approche si vous voulez promouvoir. C'est qu'en plus de faire tout ce que décrivait Xavier, votre travail et bien le valoriser, c'est que vous devez être encore plus précis lorsque vous faites votre prospection entre guillemets. Hein. C'est parce que ça hein, quand on ouais, quand il faut utiliser les outils de communication de l'entreprise par l'intérieur de Slack. Slack, on peut faire un channel, on peut partager des vidéos en live dessus, on peut ensuite partager des petits clips de petits montages, etc. Pour montrer un petit peu ce que ça a donné en synthèse. Et puis on peut faire des petits, comme on est en train de faire là, hein, des petits échanges entre midi et deux. Alors c'est sûr que c'est moins sympa qu'en présentiel, mais on est obligé d'utiliser les moyens du bord pour garder le contact. Je vous conseille aussi de penser à faire une sorte de newsletter. C'est pas mal, ça donne un rythme. Ça demande un petit peu de travail, mais ça peut être, si vous êtes à distance, ça vous permet de garder le contact et ça vous permet de valoriser dans la durée les évolutions que vous avez pu atteindre sur tel ou tel sujet. Ça peut aider. Je vois juste 2-3 trucs où il y a Marc qui a mis pas mal de choses. Je sais pas si tu veux monter entre guillemets sur scène pour avoir quelques petits retours. Tu me dis si t'es allez hop, je te fais monter si t'as quelques minutes pour en faire. Est-ce que tu montes comme ça? Est-ce que t'es là? Non, hop, t'arrives. Bonjour Marc. Bonjour à tous. Un grand merci pour les partages, etc.
C'est super intéressant à voir et en fait je voyais un petit peu les éléments parce que enfin les éléments de difficulté que des UX designers peuvent rencontrer. Donc juste pour la petite histoire, comme ça vous permet un petit peu de savoir qui je suis. J'ai travaillé pendant 23 ans. J'étais le CEO de Netway, donc c'est une entreprise luxembourgeoise, mais qui a travaillé pour voilà, on a fait des refontes de voyages SNCF, Nature et Découverte, etc. Et je voulais juste intervenir en disant que en fait si on fait du UX design sur nos boss, on verra vite en fait que souvent essayer de les convaincre avec des techniques UX, c'est épuisant. Je ne dis pas que ça marche pas, mais c'est épuisant. Et donc moi je suis spécialisé dans tout ce qui est comportemental, donc c'est vraiment essayer de comprendre l'utilisateur à travers des modèles comportementaux. Et si on applique ça au boss, en fait c'est très simple. Vous allez voir que si vous parlez au boss de résultats business, il va tout de suite ouvrir les oreilles, mais évidemment il faut être crédible. Et c'est là que le bas blesse, donc je t'occupe à discuter avec Laetitia en disant qu'effectivement on peut pas garantir à un boss d'avoir 100% de résultats. Mais je pense aussi que dans l'UX design, le problème qu'on a, c'est qu'à part les chiffres de Nielsen qui sont très loin et qui sont dématérialisés, etc., bah, les boss n'accordent pas de crédit parce que c'est un ensemble de techniques. Et tant que ça restera un ensemble de techniques, je pense que on va continuer à évoluer avec des gens qui ne verront pas l'impact. Moi, je le vois parce que là, je vous dis, ça fait 23 ans que je fais ça, j'ai fait 400 missions et on est à 95% avec des objectifs business atteints, au-delà de ce qu'ils attendaient. Et en fait, ils savent pas, franchement, hein, quand on va voir un boss aujourd'hui, ils comprennent rien du tout à ce qu'on fait et ils s'en foutent. Mais par contre, ils savent très très bien que derrière, les résultats sont là. Et je pense que si on arrivait, en termes d'UX, peut-être à rassembler un ensemble d'éléments qui se passent déjà rien qu'en francophonie, voilà, si par exemple je vous dis Nature et Découverte a augmenté de 15% ses ventes en ligne en 3 mois, et ça, un boss en France, il peut le comprendre. Si je vous dis, on prend, qu'est-ce que je peux prendre, Voyage SNCF, ils ont augmenté de 36% la satisfaction client, ça parle. Et je pense que ce serait vraiment bien de donner aux UX designers des clés pour pouvoir aller toucher les boss, parce que tant que c'est humain en fait, hein, c'est juste humain. Je pense que tant qu'on leur parlera pas leur langage, ben, ils verront ça comme un ensemble de techniques et ça restera un ensemble de techniques. Ouais, alors c'est vrai. Juste pour rebondir aussi dessus sur ce que tu dis et puis ce que dit entre autres Sandrine sur le chat, euh, c'est oui, on prend l'exemple de Voyage SNCF ou de France TV ou de Manutan ou de plein de grandes enseignes. Mais il y a pas que ça. Et j'ai même envie de dire ce qui me semble positif dans le sujet qu'on aborde aujourd'hui, c'est que de plus en plus de startups ont une approche UX parce que aussi l'UX a quand même de plus en plus intégré dans toutes les écoles, dans toutes les bonnes écoles liées au digital. Il y a toujours maintenant de plus en plus de modules UX qui sont intégrés. Donc il y a une culture UX qui aussi monte en puissance grâce à ça. Et c'est vrai que c'est vrai qu'il y a beaucoup de startups qui au lancement, alors bien sûr il y a parfois des petits problèmes de budget, mais encore une fois il y a aussi des méthodos. Tout ne coûte pas non plus trop cher dans l'UX. On peut encore une fois faire des RIA tests, on peut aller voir ses clients, on peut aller voir ses prospects, on peut faire des tests à distance pour quelques centaines d'euros par utilisateur. On n'est pas obligé d'en voir 100. Si déjà on en voit 10, ça va, on va avoir plein de retours intéressants. Encore une fois, on est sur du Kavi pour beaucoup de méthodos. Donc il y a des choses tout n'est pas forcément très cher. En tout cas, il faut creuser pour arriver à trouver des choses qui correspondent aux contraintes de l'entreprise. Et encore une fois, il y a le budget. Parfois, on entend aussi on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, donc on va aller vite sur l'UX. On va juste faire un petit benchmark et puis c'est parti pour la refonte. Où on va faire un petit atelier, on fait des personnages et puis voilà. Faire de l'UX avec toute une partie de cadrage avec des utilisateurs, de tester des maquettes, etc. Si c'est bien programmé au fur et à mesure, on ne rajoute pas d'étapes, ou alors si peu que surtout ça évite après le lancement de retoucher quoi que ce soit. Donc il faut arriver justement à réfléchir à tout ça. Si je peux rebondir là-dessus, pour fréquenter beaucoup les startups, puisque aujourd'hui mon métier c'est les accompagner exclusivement, je vois qu'il y a quand même
et pour rebondir aussi sur ce que tu disais, Marc, je pense qu'on a des gens qui ont des compréhensions très 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 variables aujourd'hui de la UX, et en effet, leur parler de technicité ou de technique, ça n'a pas un grand impact. C'est pour ça que dans le discours, moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, quotidiennement, je dois expliquer, parce que j'approche des startups pour leur éviter de se prendre des murs, parce que bon, en intégrant très vite leurs utilisateurs dans le process, ils économisent des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros. Et sur un lancement de premier produit, c'est vital. Et donc, c'est ce que je vois, c'est que les compréhensions sont très 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 variables aujourd'hui. Et il y a beaucoup vraiment de clarifications à poser. Et si vous n'avez pas bossé énormément votre proposition de valeur en amont, de mon expérience, les gens en fait, vous allez vraiment ramer pour les atteindre. Donc je pense qu'en effet, dans certains milieux de grosses entreprises, il faut parler KPI, ROI, avec taux de conversion, mais dans des boîtes plus modestes, voire moins matures, on va avoir besoin d'un coup de parler plus de ok, mais combien je te fais gagner de temps, parce que par exemple une startup elle fonctionne en temps, l'argent c'est une notion, mais la valeur clé ça reste le temps, etc. Donc en fait je pense que chaque fois il faut s'adapter et faut faire notre boulot en fait, c'est-à-dire bien écouter, bien comprendre intimement sa cible, voire segmenter presque, et je pense que sur chaque segment de chaque typologie d'entreprise, c'est aussi ça la grande difficulté de notre métier, c'est que ce qu'on a pu dire, on était resté un petit peu générique dans notre approche, mais c'était presque voulu parce que c'est super dur de donner des choses concrètes, parce que ce qui va marcher avec A va pas du tout marcher avec B à cause des différences culturelles aujourd'hui. Donc moi je suis plus sponsor d'une posture d'écoute vraiment active. Vous bossez bien votre pitch et en fait ensuite vous allez vendre votre offre parce que vous avez quelque chose à vendre. Nous ce qu'on fait la UX, on le sait tous, ça fait sens quand même. Et oui, après vous pourrez montrer des techniques, vous pourrez montrer des choses, mais concrètement faut arriver à atteindre faut arriver à comprendre en fait ce qui va faire réagir votre audience, les décideurs. C'est pour ça en fait que moi très tôt, c'est juste pour la petite histoire, quand j'étais petit, j'avais du mal à comprendre les comportements de mes petits camarades en cours de récréation, et donc c'est un vrai sujet de vie en fait, la compréhension des comportements humains. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que l'UX est devenu un ensemble de techniques. D'ailleurs, il suffit de regarder, vous tapez dans Google expérience utilisateur, vous allez vous retrouver avec des millions de pages expliquant les personas et copier-coller, etc. Et je me rends compte que je pense vraiment que l'avenir de l'UX design va être dans le comportemental. Parce que Bertrand, tout ce que vous décrivez, en fait, la proposition de valeur, etc., c'est quoi? C'est comprendre comment fonctionne le cerveau de la personne qu'on a en face de soi, et c'est essayer d'être le plus proche possible de ses attentes. C'est quoi son expérience anticipée, c'est quoi ses habitudes, c'est quoi ses routines, c'est quoi sa motivation psychologique de base, etc. Et pour moi, ça passe dans le cerveau, et je peux juste témoigner, parce que c'était ça le but du témoignage que je voulais faire, c'est que en 23 ans de métier, j'ai rarement eu un gars qui m'a dit « ça m'intéresse pas votre truc ». Mais il y avait deux raisons à ça. La première, c'est que je ne parlais pas de technique, je parlais du business. Et la deuxième chose, c'est qu'à la place de lui expliquer des techniques qu'il pense pouvoir comprendre, parce qu'aujourd'hui, je vais être un peu dur, mais si on voit l'image que les gens se font de l'UX, c'est des gens qui collent des post-it partout, qui s'amusent à faire des petits trucs avec des crayons de couleur, et on essaye de se mettre en fait un peu cool. Mais tout le monde s'en fout de ça, les boss et tout ça. Donc, à partir du moment où vous avez un dialogue dans lequel on parle de comportement humain, dans lequel on parle de zone de cerveau. Par exemple, moi, j'ai mis au point une technique toute simple. Et là, les gens sont, ils sont scotchés quand je leur explique, parce qu'ils voient qu'il y a une expertise qu'ils ne maîtrisent pas. Par exemple, un cerveau, ça ressemble en fait à une main. Quand vous voyez, si je ferme mon pouce ici et que je rabats mes doigts ici, vous allez voir que c'est à peu près la forme d'un cerveau. Et juste avec ma main, je peux expliquer que donc si j'ouvre le cerveau, à l'intérieur se trouve le système limbique. Le système limbique est composé de toute une série de zones, dont une qui est essentielle, qui s'appelle le thalamus, et qui permet de filtrer les informations visuelles, etc. Et c'est aussi lui qui dit ça vaut la peine de faire, ça vaut pas la peine de faire. Et je peux expliquer tout avec une main. Mais quand j'arrive face à un boss et que je lui explique, que je vais lui parler de ses objectifs business, et Laetitia, vous avez parfaitement raison, on peut pas dire 100%, mais je le dis jamais, les vrais chiffres, c'est qu'on est 95%. Mais quand on crédibilise la valeur de l'UX avec autre chose
que des choses basiques, eh ben, vous avez l'attention, c'est des témoignages réels, hein, vous avez l'attention tout de suite des gens. Et pire, ils viennent aux réunions. Hein. Donc tout ce que j'ai vu de discuter dernièrement, parce que j'ai vu aussi le bouquin, l'expérience utilisateur en pratique, qui est génial pour refléter tous les problèmes que les UX designers ont, c'est beaucoup lié au fait que des techniques, d'un côté, on a de plus en plus d'UX designers, effectivement, les écoles commencent à changer, mais je peux aussi vous dire que les écoles changent. Donc là, Strat, par exemple, ils sont occupés à mettre en place une formation en UX design comportemental. Parce que l'UX design, je dirais de base, c'est encore valable, mais je pense sincèrement que dans quelques années, c'est plus ça qui va faire la différence. Hein. Et aujourd'hui, les boss commencent à regarder en se disant, oui, mais qu'est-ce que ça me rapporte, ce truc? Et c'est pour ça que je pense que ce serait vraiment chouette pour la FLUPA, peut-être de rassembler, moi je suis prêt à partager les résultats business que nous on a eu, ne fût-ce que pour que les UX designers en entreprise puissent dire à leur boss, c'est pas nous qui l'avons fait, mais sachez que ça fait ça. Oui. Ah, mais t'as raison, après, partager, après, c'est toujours un peu délicat de partager des datas, peut-être un peu d'entreprise, etc. Mais en tout cas, oui, en fait, il faut aussi que nous, et juste pour un peu terminer là-dessus, sauf s'il y en a des personnes qui veulent intervenir aussi rapidement, parce qu'on va arriver sur la fin de nos échanges. Mais juste, c'est pour ça que il faut en effet rester dans les objectifs de l'entreprise et de la direction, qui est souvent des données business, mais aussi tenir compte des contraintes. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi, c'est pour ça que je disais au démarrage, enfin, ma partie, qu'il faut faire intervenir les devs, hein, tout ça, c'est aussi qu'on tienne compte des contraintes. Quel objectif on vise, quelles contraintes on a en termes de budget pour également les études, mais de contraintes techniques. C'est-à-dire l'idée, c'est pas forcément non plus de proposer des choses qui soient entre guillemets infaisables ou en tout cas qui soient pas du tout dans une V1 ou quoi que ce soit. Donc voilà, il faut bien cerner les objectifs, les contraintes budget, technique, etc. pour que les gens sentent qu'il y a un intérêt quand même à y aller. Si ça vous intéresse, j'ai résumé parce que en fait en voyant ça il y a un an, je me suis dit, enfin non, il y a 2 ans, je vais écrire un bouquin là-dessus et en fait j'ai résumé toutes ces choses là dont on parle. Donc mon livre s'appelle Homo sapiens 300 000 ans d'expérience client. Donc je peux vous en envoyer l'autre exemplaire pour la FLUPA, comme ça vous pouvez les lire. Mais là vous avez vraiment des pistes concrètes de choses, d'exemples avec des boss, en disant comment est-ce que celui-là il a été intéressé, etc. quoi. Ouais, non, c'est intéressant. Écoute, mais je repartage justement un peu les différents liens et entre autres le Slack de FLUPA où il y a plein de channels. Bien sûr, il y a celui de Lyon, mais il y a tous les autres antennes aussi. Et puis il y a plein de thèmes qui sont pas par zone géographique, hein, qui sont aussi voilà, la veille, les outils, les livres. Donc n'hésitez pas à tous vous inscrire dessus pour qu'on échange. Et en effet, Marc, tu nous mettras les éléments de ton livre. Ça sera avec grand plaisir qu'on partage tout ça. Ouais. On arrive à peu près aux éléments. Encore une fois, on pourra, comme je dis, continuer tous ces échanges sur Slack. Il y aura le replay qui sera sur YouTube assez vite. Voilà, n'hésitez pas à partager à votre entreprise justement tous ces éléments FLUPA pour qu'ils voient ce qui se fait, les bonnes idées, les erreurs à éviter, etc., etc. On va arrêter là parce qu'on avait dit qu'on essayait de tenir un an. Je rappelle le livre de Marc, je vais faire un peu de pub, Homo sapiens 300 000 ans d'expérience client. Et puis on espère vous voir très vite. Juste une dernière petite parenthèse, il y aura plein d'autres événements à distance comme ça qu'organise FLUPA sur les prochaines semaines, prochains mois. Nous on en refait un normalement avec David Jan normalement d'ici à peu près un mois sur justement la recherche utilisateur avec des cas clients très spécifiques. Il a beaucoup travaillé avec Disney par exemple. Donc on reprendra les méthodos qu'il a utilisés, les erreurs qu'il a pu faire, ou en tout cas les difficultés qu'il a eues, les réussites, les astuces, les outils, etc. Donc sur des projets assez sympas sur la recherche utilisateur. Voilà. On vous remercie, plein de choses à se dire, donc on se retrouve sur Slack ou ailleurs, et puis on espère se revoir très très vite. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Salut. Passez une bonne journée.